Donc maintenant, merci beaucoup. Bienvenue encore une fois. Je vais passer la parole à Mamadou qui va modérer la première session avec nos panélistes magnifiques. Merci beaucoup. On applaudit, s'il vous plaît. Merci Rachel. Pour la première session, donc les enjeux de la localisation, j'appelle Ahmed Diallo, qui est directeur exécutif de l'AFAD au Mali. Bienvenue. Aimé Bada, coordinateur de l'équipe régionale MAEJT. Bienvenue. Installez-vous comme vous arrivez, comme vous voulez. Même si vous voulez sur la marche, il n'y a pas de problème. Sur la table aussi. Damien Noma qui va nous rejoindre en ligne. Normalement, qui est déjà connecté. Oui. Ok, parfait. Et Safiatou Alabi qui est Deputy Chief of Party de Tetra Tech. Donc on va commencer avec Aimé. Qui va nous donner son avis un peu sur la question et ensuite nous prendrons quelques avis s'il le faut. Mais je vais moi j'ai pris 15 minutes pour introduire cette session, mais je vais vous demander de prendre 5 minutes pour introduire le débat, susciter les questionnements auprès du public et ensuite nous vous redonnons la parole par la suite. Merci. C'est un plaisir de commencer aussi en première position donc dans cette conférence. Sur cette question, je suis Aimé Bada, je travaille pour ENDA Jeunesse Action. Donc, qu'on a manqué un peu sur la présentation. Et si je dis que je travaille pour ENDA Jeunesse Action, c'est aussi pour dire que je suis un pur produit de la localisation, personnellement, individuellement. Je le dirai, je vais vous expliquer pourquoi. Il aurait fallu que ENDA Jeunesse Action intègre dans son approche la localisation pour que moi, en tant que membre qui était supposé au départ bénéficiaire d'actions, puisse émerger, passer par des stages, passer par des postes de responsable formation, jusqu'à arriver finalement à être régional coordonnateur donc, de l'équipe qui accompagne finalement le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs étant aussi un des impacts de l'action d'ENDA Jeunesse Action. Et le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs est un réseau d'enfants et de jeunes présents aujourd'hui dans 28 pays en Afrique, avec 4000 et quelques groupes de base, donc dans les marchés, dans les gares, dans des espaces économiques que nous connaissons dans nos grandes villes, dans nos milieux ruraux, etc. Pour revenir sur le sujet qui nous réunit ici ce matin, très rapidement, la localisation, quand j'avais vu tout à l'heure sur Meticom les éléments de réponse, déjà la question 2, on cherchait à savoir quel est l'élément que nous négligeons un peu quand on parle de localisation. J'ai dit c'est la localisation elle-même que nous négligeons en réalité, qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas intégré dans nos actions. La localisation elle-même n'est pas du tout intégrée dans les actions de nos organisations, de nos institutions, dans nos approches de tous les jours. Et effectivement, nous arrivons, nous agissons, nous sommes sur des espaces communautaires où il y a souvent même déjà des acquis, mais que parfois nos actions viennent déranger, que nos interventions viennent perturber, viennent remettre en cause. Et vous ne savez pas pourquoi on arrive là et finalement on n'a pas les résultats, ou alors nous avons des résultats simplement sur le temps, sur ce que nous sommes venus faire, et juste après notre départ, les choses tombent dans les pires positions.
Et donc ça, c'est un peu des éléments sur lesquels nous pouvons dire attention. Et quand j'ai vu les premières réponses, j'ai vu partenariat en première position. Je me suis dit, waouh, qui sont ceux qui ont réagi et qui parlent de partenariat sous cet angle-là, qui le mettent en première position, attention. Est-ce que nous sommes réellement en position de partenariat qui intègre la localisation? C'est un vrai questionnement. Quand nous parlons de localisation, cela veut dire que quand nous arrivons dans un quartier, dans un village, dans un espace où effectivement les communautés sont déjà en train de s'organiser et ont souvent même des réponses aux problèmes auxquels ils font face, c'est des populations qui ont souvent des réponses, mais que nous n'intégrons pas comme partenaires, parce que le partenariat suppose que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre d'éléments, déjà de position entre nous, ce qui n'est pas souvent évident. Avec les organisations, l'organisation vient souvent avec ses moyens, ses ressources, et a son plan, ses actions, ce qu'elle veut faire. Et ce n'est pas forcément en intégrant ce que les communautés, les réels concernés, les vrais concernés veulent faire que nous faisons. Ce n'est pas du partenariat à notre sens. Du partenariat commence par se dire ensemble, est-ce que nous voyons déjà les mêmes problèmes? Est-ce que nous voulons attaquer les mêmes situations, les mêmes difficultés? Et à partir de ce moment, nous nous mettons d'accord sur qu'est-ce que nous pouvons faire alors ensemble et quelle est l'approche, quelles sont les démarches que nous mettrons en place pour être sûr que finalement, nous rentrons dans une démarche de partenariat. Qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que j'apporte? Et ça, ce n'est pas des choses sur lesquelles nous sommes suffisamment forts quand nous agissons sur le terrain. Je crois qu'en deuxième position, c'était la capacité, le renforcement qui est arrivé. Oui, très bien, j'ai vu, c'est pas mal, ça quand même. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de fois où effectivement, dans l'action que nous faisons, dans ce que le bailleur nous donne comme orientation au départ, il faut faire beaucoup de renforcement de capacité. Ça, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été réalisés à ce niveau. La seule chose, c'est que il nous est arrivé souvent aussi de nous tromper de cible sur ces questions. Qui est-ce qu'on renforce réellement? Est-ce que ce sont ceux qui ont la main à la pâte, ceux qui sont dans le poto-poto, ceux qui sont sur l'eau, ceux qui doivent creuser? Est-ce que ce sont ceux-là que nous formons réellement? Ce sont ceux-là que nous renforçons. Et si nous les renforçons, c'est quoi? Nous les renforçons à partir de nos modules, de nos curricula, ou nous les renforçons à partir de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont eux-mêmes développé comme capacité. Est-ce que nous les renforçons sur ces choses-là? Est-ce que nous faisons en sorte qu'ils nous disent, à partir de comme ce que vous avez déjà vécu, comment est-ce que vous avez procédé vous-même? Et que cela devienne la chose à partir de laquelle nous les renforçons. Et ça, ce n'est pas forcément aussi des situations, des aspects, des approches que nous utilisons souvent. Et ça fait un peu problème. La visibilité est apparue aussi à un niveau. Je suis dans le temps, j'espère. De 5 minutes. Non, là, on est à 20 minutes, mais... Ce n'est plus de la localisation, là. Allez-y. Merci. Non, mais sur la visibilité, il y a très peu aussi de chances que nous offrons aux organisations à la base de se rendre visibles, de faire savoir ce qu'ils savent faire, de pouvoir partager, de pouvoir au moins se faire entendre aussi. Ça touche en même temps la question de l'influence qui est totalement en bas. Parce que tant que nous ne réussissons pas à faire en sorte que les vrais concernés, les acteurs que ces personnes constituent, soient visibles, soient capables alors de trouver des espaces pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir influencer, nous posons déjà un obstacle dans l'action et donc dans la vision donc, de la localisation. Il y a très peu d'organisations qui peuvent accepter de perdre elles-mêmes leur visibilité en faveur de la visibilité des communautés qu'elles accompagnent. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils vont exiger même des communautés qu'ils mettent les logos de l'organisation qui est venue les accompagner et jamais de logo pour ceux qu'on accompagne.
pour les communautés. Jamais les pousser à dire, bon, mettez-vous, sortez votre identité. Qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous voulez qu'on sache que c'est ça que vous représentez? Ce n'est pas évident, ça ne se sent pas de cette façon. Et malheureusement, même l'orientation vient depuis le bailleur, celui qui nous donne les ressources, qui va exiger la taille du logo, le format dans lequel il doit être, la couleur et la position même sur le... Waouh! On fait comment ici? Et ça pose des difficultés. On a des soucis. Après, bon, ça nous fait des discussions. Ces derniers temps, nous avons beaucoup avancé vers des consortiums où finalement même nous verrons que des organisations vont chercher pour casser un peu cette visibilité trop prononcée des organisations. On va créer alors plutôt un autre logo pour peut-être représenter le projet, le consortium que nous constituons, et ça fait aussi des éléments, bon, ok. Mais c'est bien aussi quand on parle de localisation que suffisamment nous donnons de la visibilité, nous donnons la place à ces communautés à la base, à ces concernés, à ces acteurs de se rendre véritablement visibles. Ça, c'est une des choses qui peut... Et c'est à partir de ce moment que ces communautés ont la capacité alors d'influencer les décisions, les autorités, les politiques, les programmes qui peuvent donc se créer en leur faveur. Il n'y en a pas beaucoup aussi non plus. Je prends juste la question du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Quand on a commencé dans les années 95, ce n'était pas de la blague. Les autorités ne pouvaient pas accepter qu'il fallait donner des reconnaissances officielles à des organisations qu'on appelle Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, alors que nous luttons tous contre le travail des enfants. Et que dans le même temps, nous sachions tous qu'il y a des enfants qui travaillent, mais au nom donc des lois et des tests, nous risquerons donc de faire fi de toutes ces personnes qui existent, qui souffrent, qui se cherchent, qui sont dans la survie, qui n'ont que solution, travailler pour survivre. Ces enfants et jeunes. Et voilà, nous avons dû pousser pour que finalement ces organisations se décident elles-mêmes. Je fais partie quand j'ai dit tout à l'heure que je suis un produit de la localisation, j'ai été membre de ces associations dans mon pays, à Cotonou au Bénin, avant donc de pousser un peu, aller vers les autorités, des personnalités pour pouvoir s'assurer que finalement on est vu, on est connu et que nous puissions franchement influencer pour avoir des reconnaissances officielles. Et dans la plupart des pays aujourd'hui où le mouvement fonctionne, les 28 dont je parlais, ils ont tous pratiquement leur reconnaissance officielle en tant qu'association d'enfants et jeunes travailleurs. Il y en a où on a tenté pour faire plaisir à l'autorité de changer un peu le nom parce qu'ils ne voulaient pas voir travailleurs dedans. Ok, c'est bien, c'est ça que tu veux, mais nous existons, on va changer le nom pour toi. Donc ça, c'est des choses qui existent. La notion de participation aussi dans la localisation est très importante parce que on ne peut pas parler de localisation sans intégrer la participation des concernés. Et cette participation, l'enjeu ici, ce n'est pas une participation où c'est nous qui créons notre initiative, notre action, et nous disons aux autres, venez vous participer. Cela doit dépasser ce niveau. Nous devions avoir des niveaux de participation où c'est plutôt nous qui participons à ce que les communautés veulent. C'est nous qui on devrait inverser même ce concept de cette approche-là, de la participation. De faire en sorte que finalement, ce soit ce que les communautés veulent, que nous acceptons donc d'accompagner, auquel nous participons et que finalement, nous puissions réussir à les amener vers des résultats et des impacts comme on l'a soulevé aussi. Merci beaucoup. J'arrache le micro parce que c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de sujets à débat, à discuter. On reviendra là-dessus, on vous laissera la parole. Je vais sans plus tarder demander à Damien d'intervenir, comme il est un peu loin. Donc on va s'en débarrasser rapidement, tu vois. Il intervient, après on le met de côté, on revient. Tu m'entends pas, j'espère? Il m'entend pas, donc je peux continuer à dire ce que je veux. Alors, si on m'entend, j'espère qu'on m'entend. Je voudrais dire bonjour à tout le monde.
J'appelle à partir de Yaoundé. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour que je puisse intervenir. Merci particulièrement à Rachel et à Michael qui ont tout fait pour que je sois à Dakar, et j'ai senti ça dans leur communication. Mais enfin, il s'agit des aléas. Faut pas vous en faire la bile. Alors, je voudrais supplier la technique, si peut-être en supprimant la vidéo, ça pourrait faire que la communication à mon niveau soit meilleure. Je pense qu'on a vu ma laide tronche là. On peut maintenant parler peut-être sans vidéo, si ça ne vous dérange pas. Très bien. Alors, maintenant, très rapidement, on m'entend toujours? Oui, très bien. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, on t'entend. Ok. Alors, je voudrais aller très rapidement. Il m'a été demandé de dire quelque chose sur les enjeux de la localisation. Et je parle ici au nom de Choi, qui est la Cameroonian Humanitarian Organization Initiative. On va dire quoi, la toute première action posée au niveau du Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Grand Baguin. Donc, depuis 2018, nous y sommes. Choi est là. Et avec la communauté humanitaire, je voudrais parler très rapidement en disant qu'il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda. Et pour ne pas revenir sur le factuel, sur ce que les autres ont certainement dit, c'est-à-dire les problématiques qui sont connues déjà, je voudrais dire qu'au niveau du Cameroun, il y a quand même eu un engagement assez important. L'équipe humanitaire s'est engagée en 2022 à avoir pour priorité la localisation. Quand je l'ai dit, et pour rester dans l'esprit d'Istanbul, nous allons quand même reconnaître que tout peut être dit sur les engagements, qu'est-ce qu'il y a à faire, l'esprit de la lettre même, mais il faut reconnaître que nous sommes en plein et nous aurons toujours besoin de travailler sur la théorie du changement. Et la théorie du changement qui appelle d'abord, si vous le permettez, l'état d'esprit des acteurs. Et l'état d'esprit des acteurs, ce n'est pas forcément par décret, mais c'est également par la volonté des acteurs majeurs. Et je le dis parce que, petite anecdote en 2 secondes, nous avons toujours, depuis 2018, nous en tant que Choi, en tant que plateforme, sollicité les échanges, parce que le plaidoyer est le train de la Choi. Et tout récemment, nous avons fait un mail pour discuter avec le lead de la localisation. Et le retour que nous avons eu nous a donné l'impression, et nous avons attiré l'attention de la communauté humanitaire là-dessus, que les acteurs, j'ai envie de dire les acteurs internationaux, ne sont pas encore prêts à nous écouter, à être attentifs à nous écouter, et c'est-à-dire à prendre en compte notre avis en tant que société civile. Et ça commence par là. C'est-à-dire, si on ne peut pas nous écouter, on ne peut donc pas prendre en compte nos avis. Et le reste va montrer que, et vous allez voir ça dans le déroulé de ce que je vais dire, à savoir que l'un des enjeux pour nous, c'est que les acteurs nationaux soient en mesure de répondre d'une manière efficace et efficiente aux crises. Parce que c'est ça la finalité. Et je crois que c'est ça l'esprit d'Istanbul, l'esprit du Grand Baguin. Et pour qu'ils bénéficient du soutien, d'un soutien clair, ciblé et pertinent de la part des acteurs internationaux, c'est-à-dire les ONG internationales et les organisations des Nations Unies. C'est important que nous pensions déjà à l'efficacité et à l'efficience des actions qui vont être menées sur le terrain. Donc ça, c'est sur les capacités opérationnelles. Et parlant donc des capacités opérationnelles, ce que nous proposons, parce que je vais aller étape par étape, j'aurai 3 points. Le premier point, c'est justement les capacités opérationnelles. Et j'ai dit qu'il faut penser d'abord à l'efficacité et à l'efficience des organisations nationales, des acteurs nationaux, parce que c'est ça, il me semble, l'esprit du Grand Baguin. Alors nous proposons rapidement et surtout qu'il y ait un soutien inconditionnel, efficace. Ah, on m'entend toujours? Can you hear me? Oui, très bien. On t'entend. Et tu as 2 minutes. Can you hear me? Oui, très bien. Tu peux continuer, on t'entend très bien, ne t'arrête pas. Alors, donc je disais que au niveau des capacités opérationnelles,
il est question que nous ayons un soutien inconditionnel, efficace, pour que nos capacités institutionnelles soient plus fortes et plus durables. La deuxième chose, c'est sur le leadership. Il existe forcément des mécanismes locaux, nationaux, pour l'action humanitaire et tant bien que mal, on essaie de participer à ces mécanismes-là. Un des mécanismes, vous vous en doutez bien, c'est la CHOI. Parce que la CHOI est le cadre de réflexion, de coordination des ONG nationales. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, parce que les organisations nationales continuent d'être absentes, donc ne peuvent pas influencer les décisions qui sont prises. Et là, nous appelons le renforcement du leadership dans les mécanismes de coordination. Et je dis encore que le premier mécanisme de coordination locale, durable, qui va toujours résister, qui va toujours être la même après les crises, c'est les plateformes nationales, les plateformes humanitaires. Et l'autre chose, c'est sur les partenariats. Sur les partenariats, je pense que peut-être sur le module sur les financements, on va peut-être revenir là-dessus. Mais il faut dire que l'esprit, tel que nous lisons l'esprit du Grand Vague, hein, c'est qu'il y ait des partenariats équitables et complémentaires entre les acteurs locaux, nationaux, et les ONG internationales et les agences des Nations Unies, pour que nous facilitions justement une réponse opportune et efficace, efficiente, comme je l'ai dit. C'est pour ça que nous n'allons pas revenir sur tout ce qui se fait chaque jour, parce que nous vivons plus des éléments de, comment on appelle ça, des partenariats, de la sous-traitance. Nous connaissons plus, et ce n'est pas fini, nous connaissons plus la sous-traitance dans nos pays, dans nos interventions, plutôt que tous les principes qui régissent le partenariat, un partenariat équitable. Ce que nous proposons, c'est que nous levons notre voix, nous ajustons notre voix ici aujourd'hui pour dire que oui, il faut l'authenticité des partenariats, mais également il faut l'équitabilité et de moins en moins en tout cas, et qu'il y ait l'éradication de la sous-traitance. Donc voilà les 3 points que nous voulions mettre en avant sur les enjeux, à savoir les capacités opérationnelles et institutionnelles doivent être plus fortes et plus durables, à savoir que le leadership doit être renforcé. Et ce qui se passe jusqu'à présent, c'est encore comme ça, parce que quelque chose que vous devez savoir, par exemple au Cameroun, nous avons le groupe de travail localisation au Cameroun, et je suis content parce que Romain est là, et je lui fais un clin d'œil. Romain, peut-être qu'à partir du Cameroun, il n'avait pas encore cette information-là. Le groupe de travail localisation au Cameroun a pour lead une agence des Nations Unies. Et pour nous, et le plaidoyer, nous avons commencé à parler là-dessus, à saisir les collègues là-dessus. Ça ne peut plus continuer comme ça, parce que ça projette une mauvaise image. Le groupe de travail localisation doit être le modèle des actions que nous voulons mener sur la localisation. On ne peut donc pas avoir une agence des Nations Unies qui lead un groupe de travail plus là. Quand on sait que même les co-leads que nous avons actuellement, parce qu'on a pu plaider dans des groupes sectoriels, ce n'est pas toujours ça. Les collègues n'ont pas toujours la logistique, n'ont pas toujours tout le nécessaire pour assurer le leadership qu'il faut. Or, il faut que le leadership soit vraiment renforcé, qu'il soit vraiment optimal pour que l'influence et les décisions soient faites. Et le dernier élément, le troisième élément, pas de moindre, c'était les partenariats plus authentiques, plus équitables que nous avons voulu mettre en avant et vraiment endiguer, enrayer la question de la sous-traitance. Voilà un peu ce que je pouvais apporter comme contribution pour ne pas être long. Oui, merci beaucoup, en remerciant encore les acteurs. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour dire un mot sur les financements, mais comme il s'agit pour le moment de parler des enjeux, oui. Je voudrais encore dire merci à toute l'équipe qui s'est battue pour que je puisse apporter cette contribution. Je ne sais pas s'il y a des questions, je peux également dire un mot. Ça va permettre que nous soyons au même niveau d'information par rapport à la situation de la localisation, les enjeux de la localisation au niveau du Cameroun. Merci beaucoup. Merci Damien. Nous ne manquerons pas de te recontacter sur les finances pour recueillir ton avis. Et effectivement, nous voyons qu'il y a un élément assez essentiel sur lequel nous revenons, c'est le partenariat. Je pense que la réflexion, le débat est campé à ce niveau-là. Comment aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire? Comment aussi renforcer le niveau d'interaction sans pour autant que ça donne l'impression d'être de la sous-traitance? Je pense que tout est entendu. Et merci pour ta contribution. Je vais rapidement, parce qu'il faut qu'on laisse aussi de l'espace au public pour nous donner
son avis. Je vais rapidement donner la parole à Safiatou Alabi, qui va nous camper aussi ou donner un état des lieux de la compréhension venant de Tetra Tech sur la mise en œuvre de la localisation. D'accord. Merci beaucoup, Mamadou. Je voudrais juste, peut-être en termes de contexte, préciser que j'ai travaillé pendant 14 années avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, le NRC, dans différents pays de l'Afrique subsaharienne, notamment la Côte d'Ivoire, la RDC, la Centrafrique et le Cameroun. Et il y a seulement en 2021 que j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour travailler avec, au niveau national donc, avec des acteurs nationaux et puis aussi avec des communautés, des groupements de femmes sur des projets qui tirent un peu plus sur le développement. Donc, pour moi, parler de localisation, en plus de ce qui a déjà été dit par mes prédécesseurs, moi je voulais l'engager sur 3 angles principalement. Le premier angle, il a déjà été un peu abordé, c'est sur l'angle des acteurs. Et parmi les acteurs, Aimé et puis Damien ont beaucoup parlé des organisations de la société civile. J'ai également parlé des communautés pour lesquelles on apporte l'aide humanitaire. Mais on ne parle pas beaucoup d'un autre acteur qui est l'État et puis les structures de l'État qui, pour moi, ont un rôle important à jouer dans la localisation. Et le rôle qu'ils ont à jouer dans la localisation, je me pose un peu plus de questions sur le leadership de l'État et des structures de l'État dans la préparation, dans l'organisation et dans la coordination de la réponse humanitaire elle-même. Je sais et j'anticipe qu'il y aura beaucoup de questionnements sur les questions liées aux principes humanitaires, mais également sur les questions de politisation de l'aide quand on parle de la place et du rôle de l'État dans la réponse humanitaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première ligne des interventions humanitaires pendant les crises, les premiers acteurs qui interviennent, ce sont les communautés d'abord, elles-mêmes qui sont dans le besoin, ce sont les organisations nationales, ce sont les services de l'État qui sont soit au niveau régional ou soit au niveau national. Donc, il paraît un peu difficile de travailler à la localisation sans avoir un dialogue permanent avec eux ou sans avoir des interactions avec ces acteurs-là. Je veux rappeler, par exemple, lorsqu'on travaille sur la préparation des plans sur les besoins humanitaires ou les plans de réponse humanitaire. De ma petite expérience, on a beaucoup de discussions, beaucoup de lobbying, beaucoup d'échanges pour valider à la fin les résultats qui découlent de tout le travail préparatoire qu'on fait pour identifier le nombre de personnes dans le besoin, les priorités sectorielles en termes de besoins, et parfois pour valider ou pour avoir la caution de l'État, c'est vraiment d'énormes discussions, d'énormes négociations. La question que je pense qu'on pourrait se poser, c'est comment on engage un peu plus cet acteur-là dans l'assistance humanitaire. Il y a également les acteurs du secteur privé dont on ne parle pas assez. Moi, je me souviens, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand on était en situation de réduction de financement, on avait commencé à se dire, bon, mais est-ce que le secteur privé ne peut pas nous apporter des sources de financement pour nous permettre de poursuivre l'aide humanitaire? Parce que les besoins étaient encore là, on avait réduction de financement. Comment diversifier les sources de financement pour être capable de couvrir les besoins humanitaires qui restaient? Donc ça reste aussi des acteurs dont on ne parle pas assez, mais qui sont aussi importants dans la question de la localisation. L'autre angle sur lequel je voulais aborder la question de la localisation, c'est localisation humanitaire, localisation développement. Je me demande si c'est si les espaces sont si différenciés que ça. Est-ce que la localisation humanitaire ne peut pas s'appuyer sur la localisation développement, ou est-ce qu'il n'y a pas de cadre de discussion ou de partage? Et ça me renvoie à la question du nexus humanitaire-développement. C'est vrai, l'humanitaire, c'est apporter des réponses dans l'urgence pour sauver des vies, mais on se rend compte, avec des crises comme celui de la RDC ou de la Centrafrique, qu'on a des crises qu'on appelle chroniques qui perdurent dans le temps
et où finalement on se retrouve dans des zones où on travaille à la fois sur l'humanitaire et sur le développement. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à réfléchir sur comment tirer profit de la localisation humanitaire, localisation développement? C'est une question que je nous pose à nous tous. Et puis enfin, il y a le dernier angle sur lequel je voulais aborder, c'est l'angle projet et programme. On travaille énormément avec des projets, avec des financements limités dans le temps, qui font que souvent on dit oui, mais renforcement de capacité des acteurs nationaux, on n'a pas suffisamment de temps, on n'a pas suffisamment de ressources pour le faire. Si on va dans une approche programmatique, il est un peu plus aisé pour nous de nous engager dans le coaching, dans l'accompagnement des acteurs nationaux qui de toutes les façons vont constituer ceux qui vont rester lorsque on sera en situation d'exit ou de départ pour la plupart des organisations internationales qui ont un mandat. Voilà un peu les différents angles sur lesquels je voulais aborder. Je voulais être brève aussi pour permettre qu'on puisse avoir l'interaction avec... merci. Merci beaucoup, Safiatou. Je pense qu'une intervention très édifiante aussi sur les questionnements qu'on peut se poser en lien avec les différents types d'acteurs qui peuvent intervenir dans la localisation ou qui peuvent être impliqués dans la localisation. Après, derrière aussi, qui pose une question assez intéressante, je pense, localisation urgence, est-ce que c'est de l'urgence? Localisation développement, comment... est-ce qu'on peut en parler, localisation développement? Quels sont les liens à faire par rapport au Nexus pour pouvoir raccrocher les wagons et avoir une meilleure intervention sur le terrain? Ahmed, j'espère que tu t'es pas endormi, j'espère que ça a été très intéressant. Voilà, donc ça me rassure, parce que je vais te donner la parole et je vais te laisser intervenir sur ta vision des enjeux de localisation. Merci beaucoup. Je salue tous les participants et remercie le Centre humanitaire et tous ses partenaires pour tout l'accompagnement, pour l'invitation et toutes les facilités, les commodités qui nous ont été offertes pour une participation de qualité. Merci aussi et salutations à tous les panélistes. Je ne me suis pas endormi, mais je me demande si tout n'a pas été dit, mais quand même on va contribuer parce que mes prédécesseurs ont vraiment beaucoup et bien parlé. Moi, c'est Ahmed Sékou Diallo, je suis du Mali, dans une ONG nationale. Nous faisons du développement et de l'humanitaire depuis pratiquement une trentaine d'années. Donc, ce n'est pas peut-être une vision d'universitaire que nous allons partager ici, mais une vision de terrain pour dire ce que nous pensons. D'abord, nous allons parler sur l'angle de la concurrence, je dirais, entre guillemets, qui existe entre ONG internationales et ONG nationales. Concurrence dans un sens positif parce que nous saluons beaucoup l'apport des ONG internationales pour ce qui est fait dans les pays et même dans les villages les plus lointains, là où l'État n'arrive pas, et ces populations qui vivent des crises. Je donne l'exemple du Mali qui vit depuis 2012 une crise multiforme et multidimensionnelle sans précédent. Les populations sont touchées par beaucoup de crises, la malnutrition, la montée de l'extrémisme violent. C'est des populations qui sont, on peut dire même, perdues actuellement, mais dont l'aide parvient. Donc, c'est des actions salutaires que nous allons magnifier ici. Maintenant, pour que cette localisation soit réelle, il faut que certains ont dit bénéficiaires doivent participer, moi je dirais responsabiliser. Ils doivent être au cœur et au centre de l'action. Quand on identifie les besoins,
c'est à eux qu'on doit s'adresser parce que c'est leurs besoins qui doivent être pris en compte. Dans la manière aussi de faire parvenir l'aide, c'est à eux que ça doit parvenir, donc je dirais qu'ils sont au centre. Donc on doit tenir compte de ces aspects, renforcer les capacités de ces bénéficiaires-là, de manière à pouvoir recevoir l'aide et aussi la bien gérer. Donc, pour nous, ce qui se fait, c'est bien, mais ça aurait été mieux quand les bénéficiaires sont assez renforcés et aussi avoir une vision, parce que les fluctuations, que l'aide augmente ou que l'aide se réduise, jouent aussi beaucoup sur les bénéficiaires. Il faut que, en s'appropriant du processus de localisation, que les bénéficiaires aussi soient renforcés de telle sorte qu'ils s'approprient et voir même comment éviter les dépendances, parce que c'est une aide aussi qui ne peut pas être continuelle. Il faut vraiment des situations d'appropriation et la meilleure appropriation possible. Donc, nous n'allons pas répéter tout ce qui a été dit ici, mais notre axe, notre intervention sera plus de faire que les bénéficiaires puissent s'approprier convenablement l'aide et que la localisation serve vraiment. Parce que pour nous, on a constaté, et ça a un lien un peu avec le financement. On nous parle pratiquement souvent de milliards de dollars qui sont mobilisés et qui doivent parvenir à telle ou telle zone. Mais si on suit tout le processus de cette manne d'argent et ce qui arrive au plus bas, on se posera des questions. Où c'est passé? C'est les charges des organisations internationales, c'est la corruption, c'est des détournements, c'est les charges des ONG locales, c'est les charges de l'État ou bien des groupes terroristes. Mais en tout cas, ce qui parvient au plus bas niveau est très faible. On devrait s'intéresser aussi à ça pour rendre l'aide aussi efficace que possible. Merci. Merci beaucoup, Ahmed. Intervention. Très intéressant et je pense qu'il y a aussi l'occasion de débattre sur les interpellations. Je pense qu'il y a des questions qui ont été levées sur la part qui revient directement aux bénéficiaires, aux communautés, par rapport à tout ce qui a été débloqué par tous les partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des réponses humanitaires sur le terrain. C'est un questionnement que tout le monde se pose, je pense qu'il mérite débat, à voir aussi jusqu'où on peut arriver à être plus efficace dans la réponse. La prise en compte des communautés aussi, c'est un élément essentiel dans la localisation. Parce qu'on parle des structures étatiques, on parle des acteurs privés, on parle aussi des organisations nationales. Mais qu'en est-il des communautés elles-mêmes? Comment les renforcer pour atteindre les objectifs de la localisation? Sans plus tarder, on va prendre vos remarques, des questions. Si vous avez des ajouts ou si vous avez des points sur lesquels nos panélistes ne sont pas intervenus, sur lesquels vous voulez mettre l'accent. Je vous remercie. Et je vous prie juste de vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. Rachel Elien pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA. J'ai bien aimé le point sur lequel M. Diallo vient de parler, c'est cette question d'appropriation. Tout ce que vous avez dit en premier lieu, les premiers intervenants et intervenantes, c'est très bien. Moi, je lancerai aussi la balle parce qu'on a tendance, bien sûr, il y a beaucoup d'actions qui devraient être menées, les engagements qui ont été pris, on n'est pas encore là. Mais comment nous, en tant qu'organisation nationale, c'est quelle solidarité que nous pouvons avoir entre nous, les organisations qui ont été un tout petit peu plus devant que les autres.
comment au-delà de, je ne sais pas, l'USAID ou autres bailleurs, comment est-ce qu'on peut s'entraider au niveau local et au niveau national par rapport aux moyens qu'on a, parce que souvent c'est pas l'argent qui manque, hein, et c'est surtout cette volonté. Et je crois que ça pourrait aussi aider pour montrer comment est-ce qu'on peut influer les plateformes qui existent. Souvent c'était difficile, parce que je me rappelle quand j'étais en Haïti, je suis haïtienne, on a travaillé pour mettre sur place des plateformes, etc. Et après, tout se casse après quand on part. Moi, je pense que cette question d'appropriation, elle est une question clé aussi que nous, en tant qu'organisation nationale et locale, nous devons aussi nous regarder dans ce miroir et de dire oui, de l'autre côté, il y a des choses à faire, mais nous aussi, nous devons mettre nos devoirs au propre. Merci beaucoup. C'est ça que je voudrais apporter. Merci Rachel pour votre contribution. Je pense qu'il y a une main aussi qui s'est levée ici. Moi, je suis content de ne pas entendre financement tout le temps, parce que j'aurais cru que ça aurait été le plus gros problème, mais apparemment, tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs, mais je remercie aussi les panélistes. Moi, c'est Dr Chimère Diaw, et je suis étudiant de la dernière cohorte de DHL, et j'étais dans la même classe que Safietou, et c'est un plaisir de la retrouver à Dakar. Donc merci beaucoup pour ces brillantes interventions. Moi j'avais quelques points que je voulais aborder dans le cadre de la localisation. Par exemple, en termes de communication qui doit être mise en place, je pense que c'est extrêmement important que la localisation soit mieux connue, hein, du grand public. Parce que je pense que si on ne prend pas garde, on risque d'avoir cette notion qu'entre nous. Et je pense qu'il est important que cette notion soit mieux vulgarisée auprès des communautés pour qu'ils puissent déjà se préparer à ce défi qui leur est lancé. Parce que je pense que par rapport à l'USAID, ils prévoient d'avoir 25% de leur financement d'ici 2025. Et donc, il est important que ces communautés soient suffisamment préparées. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est par rapport à toute cette transparence qui doit prévaloir dans l'utilisation de ces fonds. Et je pense que le meilleur moyen, c'est essayer, comme m'a dit mon prédécesseur, essayer d'avoir une instance locale qui fédérerait toutes ces actions et qui permettrait aux organisations locales d'avoir un cadre fédérateur, mais également un cadre d'échange où ils pourront vraiment se parler, mais également se préparer. L'autre aspect, c'est le troisième point, c'est par rapport au NICRA. Je pense que c'est souvent la participation qu'on demande aux organisations locales. Souvent, les organisations locales ne peuvent pas postuler dans les offres de l'USAID parce que souvent, ils n'ont pas les capacités de pouvoir entrer dans ces bits-là. Et donc, si on s'attend à ce qu'ils soient au même niveau que les organisations internationales, vous voyez qu'en fait, jamais ces organisations locales ne pourront être compétitives et pouvoir gagner des trucs. Le dernier, je pense qu'on en a parlé, c'est le renforcement de capacité. C'est extrêmement important parce que je pense qu'il y va de la crédibilité de nos organisations locales, d'avoir suffisamment de capacité pour gérer ces fonds, rapporter convenablement, mais également pouvoir présenter ces résultats sous forme d'une présentation qui répondrait aux normes voulues. En tout cas, c'est les quelques points que je voulais partager, tout en Merci beaucoup, Dr Diaw. Oui, on prend encore là, et je pense qu'il y a... Ah. Lequel ici? Ça marche. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Thomas Serna du bureau régional de Save the Children.
Je salue mes partenaires. Je crois que les organisateurs ont un peu oublié de nous citer parce qu'on a quand même 3 partenaires dans la salle. Je ne vous connais pas, mais ce sont mes camarades qui vous ont contacté. Félicitations et merci beaucoup d'être venus. Je salue tout le monde parce qu'ici, je crois que nous tous, nous sommes dans les organisations qui essayent de bouger et essayent de se battre et faire des pas dans des chantiers qui, en fait, parfois sont très difficiles où les résistances ou bien les inerties passives sont terribles et sont énormes. Donc, ma solidarité pour vous tous. Nous sommes dans le même bateau. Moi, je prends le thème, le sujet du partenariat et le partenariat équitable, qui me paraît un sujet vital et central dans la localisation. Et je prends les mots de Damien quand il dénonce un peu le fait que entre les relations entre les organisations internationales et les organisations locales, nationales, plutôt il s'agit de la sous-traitance quand il a parlé. En fait, la sous-traitance n'est pas un partenariat. Beaucoup de relations, de partenariats des organisations internationales envers les organisations nationales et locales consistent à sous-traiter justement, à financer des actions. Et effectivement, ça, normalement, on ne peut pas parler de ça en partenariat. Ça, c'est pas un partenariat. Peut-être c'est la sous-traitance ou bien rendre service, c'est pas du partenariat. Donc, bon, nous sommes, pour changer ça, nous faisons des pas. Mais ma question, pour faire un peu l'avocat du diable, c'est de dire, bon, est-ce que les organisations locales n'ont pas aussi un rôle de ne plus accepter ce genre de relations? Parce que nous sommes tous dans un système depuis longtemps, ça continue à fonctionner comme ça, on continue à parler de ce genre de relations comme des partenariats, alors que ce n'est pas ça normalement. Donc, comment faire? C'est pas aussi, c'est pas un problème seulement des organisations internationales, mais aussi des partenaires locaux, de défier le système et de faire des pas. C'est une question seulement que je lance. Merci beaucoup, Jonas. Merci, bonjour. Je m'appelle Ghislaine, je suis leader humanitaire, fruit du HLP. Je dis que je suis leader humanitaire parce que je vais peut-être ramer à contre-courant. Depuis qu'on a commencé, je dis la localisation de quoi? Qu'est-ce qu'on localise? C'est vaste. Mais je vois d'un côté, nous qui avons l'argent, nous qui savons tout, et je vois de l'autre côté les personnes affectées qui vivaient avant la catastrophe, avant l'urgence humanitaire, et qui savaient s'organiser, qui savaient s'entraider, qui faisaient pas mal de choses. Parce qu'on vient les aider, on va renforcer leur capacité en quoi? Ça leur perd le temps, c'est leur système, c'est leur manière de fonctionner. Donc pour moi, je suis d'accord avec le thème, mais je me remets toujours en question. Je me dis, mais c'est quoi? Vous savez, je vais finir, je ne pose pas de questions, je réagis, mais je vais finir avec une anecdote. Je vais en mission dans un pays, il y avait 50 000 personnes déplacées de force. Le représentant, je suis médecin, donc dans le cadre de la santé publique et tout ça, je vais pour le briefing, il me dit, j'ai dit qu'on ne leur dise rien. Ils se sont déplacés, ils ont fui quelque chose, ils étaient dans des villages organisés, ils s'entraidaient, ils gardaient l'argent, ils faisaient plein de choses. Laissez-les observer à distance. S'ils ont besoin de nous, on va les aider. Cessons d'aller mettre nos mains, nos pieds, on vous donne l'argent, voilà comment vous devez fonctionner. Donc pour moi, la localisation de quoi? Et pour finir, je voudrais juste me demander si on pourra désormais faire venir, non pas nous, les organisations internationales, seulement les ONG, même les ONG nationales, mais faire venir les chefs de village, faire venir les maires et autorités municipales pour voir comment ils voient cette localisation, entre guillemets. Merci. Merci, Ghislaine. Non, juste encore une. Ouais. Après, on va peut-être répondre vous allez nous donner votre avis sur les différentes questions qui ont été posées.
Bonjour à tous, merci pour ces présentations. Je suis Fanny Papon, coordinatrice programme chez Amnesty International au bureau régional. Je voulais juste peut-être rajouter une petite remarque qui pourrait être plus détaillée dans la partie financement, mais je pense qu'il y a un gros enjeu aussi au niveau des bailleurs maintenant, c'est que le processus de proposition de projet est tellement lourd en termes d'exigences 1000, audit interne, préparation des programmes, que malheureusement certaines structures nationales maintenant n'ont pas les staffs nécessaires et avec autant de structuration que les ONG internationales. Et malheureusement, je pense que c'est un vrai frein à la localisation de l'aide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré que ça soit une tendance affichée de certaines bailleurs de favoriser la localisation, finalement, leur process de dépôt de propositions, de reporting et de gestion contractuelle est tellement lourde que maintenant toutes les ONG internationales ont des départements spécialisés en grants management parce que ça nécessite un travail énorme et généralement c'est un des départements qui est complètement submergé de travail. Et donc malheureusement c'est un vrai frein à la localisation qui est assez paradoxal par rapport maintenant aux nouvelles tendances afficher de localisation de l'aide humanitaire et qui dans les faits reste très compliqué et favorise, je pense, le consortium avec des leads d'ONG internationales pour chapeauter le process. Voilà, c'était juste une remarque additionnelle. Merci pour la remarque. Tu me rappelles ton prénom, c'est Fanny. Merci. Ah, d'Amnesty. Mamadou, je propose, si tu veux, adresser les différents points de perspective qui ont été abordés, et après on arrête pour le pause dans 10 minutes. D'accord. Juste peut-être prendre un dernier... Vas-y, Kader. Merci beaucoup. Moi, c'est plus une contribution. Je suis docteur Kader à Lima. En fait, je voulais parler de capacité et de finances, parce que clairement, aujourd'hui, quand on dit capacité, moi, je doute fort qu'il n'y a pas la capacité. Je suis directeur des opérations chez Alima, je suis issu d'une ONG nationale. On a 3 cellules, 3 desks, les 2 responsables des MEDES sont issus d'ONG nationales. Donc il n'y a pas la capacité parce que justement le fait que les ONG internationales entrent en compétition avec les ONG nationales qui n'ont pas les fonds font qu'ils piquent le staff. Aujourd'hui, si mon ONG avait l'argent, peut-être je me sentirais plus à l'aise de repartir travailler avec Forsani. Vous voyez un peu. Je pense qu'il y a la capacité, elle est là. Pourquoi on fait confiance pour aller, je ne sais pas, transférer les risques, les pousser dans des zones où il n'y a pas l'accès? Et là, quand on dit financement, je pense que c'est plutôt, j'espère qu'il y a des bailleurs dans la salle. Le problème des bailleurs, c'est quoi cette méfiance qu'il y a en fait? À dire peut-être si je donne l'argent, ça sera détourné. Je pense que c'est plus ça qui nous cause problème aujourd'hui, quoi. Maintenant, je ne sais pas, nous-mêmes, ONG internationale, est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on est prêt à passer le relais? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de méfiance en dire, si je passe le relais, je deviens quoi en tant qu'ONG internationale? Mais la solution viendra forcément. On sait que déjà, les contraintes liées au Covid ont poussé un peu. Et là, les contraintes d'accès, on va en parler, je pense, pousseront forcément vers là. Maintenant, je ne sais pas, pour compenser, pour contourner cela, on dit partenariat. Moi, je suis assez d'accord. Le partenariat de mise en œuvre, ce n'est pas du partenariat. La sous-traitance, ce n'est pas du partenariat parce qu'il n'y a pas de l'équité de ce sens-là. Maintenant, est-ce que les ONG internationales sont prêts à porter des ONG nationales pour aller soumettre, faire des vrais consortiums avec partage des frais administratifs? Ça veut dire on porte l'ONG, après 2 ou 3 ans, je pense qu'on peut lâcher. Et de l'autre côté, au niveau des bailleurs, mettez des systèmes de monitoring plus serrés, en disant peut-être je ne vous donne pas les fonds juste 2 fois, je vous donne chaque trimestre sous fonction des rapports ou bien de l'audit qui va être fait. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais si on pousse cette méfiance à, je sais pas, à l'extrême, je ne sais pas si on va vraiment y arriver. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr Kader. Je pense que ma préoccupation a été, je pense, entendue. Parce que je parlais des financements, personne n'a osé parler des bailleurs. Je pense que c'est la clé pour arriver à mettre quelque chose en place et surtout mettre un pas devant l'autre en termes de localisation. Si on veut atteindre nos objectifs, je pense qu'il y a un réel effort à faire à ce niveau, surtout en termes des lignes directrices qui nous bloquent sur pas mal de niveaux et qui positionnent encore les organisations internationales en front line devant les bailleurs pour pouvoir capter les fonds et permettre aux organisations locales derrière de travailler. Parce que derrière aussi, il ne faut pas oublier le transfert de risques sur lequel beaucoup d'organisations sont en train de travailler pour éviter que nos partenaires locaux, vrais partenaires, soient pris
devant le fait accompli sur le travail vers les communautés, connaissant ce que nous avons comme contraintes sur certains pays, je ne vais pas les citer, où on nous demande de ne pas intervenir dans certaines zones au risque de nous voir accusés comme étant des acteurs qui soutiennent certains mouvements. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que un travail, et je pense que notre collègue de OCHA l'a dit, la coordination locale est importante. Comment on arrive à être fort en matière de plaidoyer, comment on arrive à influencer tous les acteurs pour nous permettre de mettre en place cet objectif de localisation et enfin d'y être. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été soulevés. On a parlé aussi du partenariat. Je pense que là aussi, c'est quand même un réel problème qu'on a soulevé. Comment aujourd'hui on arrive à dépasser cette relation de sous-traitance, cette relation de celui qui amène l'argent pour permettre aux populations ou pour permettre aux organisations locales ou aux autres communautés d'intervenir, de faire parvenir l'aide. Je pense que là, il y a quelque chose à faire et il y a des engagements aussi à prendre vis-à-vis des différents acteurs, des engagements aussi à prendre, surtout auprès des acteurs financiers. Vas-y, Safia. D'accord, effectivement, sur cette question, je pense que la notion de confiance est assez importante dans la question de la gestion de partenariat. Et cette notion de confiance, elle s'acquiert à partir d'un certain investissement et à partir d'une certaine volonté de vouloir travailler sur ces questions. Moi, je me souviens, par exemple, dans certains pays, on devait travailler avec des acteurs locaux et on disait on fait des évaluations de leur capacité. Et au terme des évaluations de capacité, il n'y a pas toujours un plan clair d'accompagnement ou de soutien, de renforcement de ces capacités-là pour pouvoir permettre à ces organisations de pouvoir être le plus compétitifs qu'on le dit. Aujourd'hui, on a des organisations internationales qui sont très structurées avec des départements grands qui, pour moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été un investissement, ça a été une volonté d'investir dans ces départements de grants pour pouvoir avoir des propositions qui sont qualitativement bonnes et qui permettent de pouvoir mobiliser des financements. Et c'est pour ça que je dis localisation humanitaire, si on ne pioche pas un peu, si on ne prend pas des acquis de la localisation développement, on aura quelques défis. Si la localisation fonctionne dans le secteur du développement et qu'on investit du temps dans du renforcement de capacité, dans l'accompagnement, dans le coaching et que même dans des financements, on alloue des fonds spécifiques pour l'accompagnement et du coaching, pourquoi on ne penserait pas à le faire dans le secteur de l'humanitaire? Je voudrais peut-être revenir sur l'intervention par rapport au rôle des organisations nationales dans les débats sur la localisation. J'ai bien aimé le partage d'expérience de Choi au Cameroun, le réseau d'organisations nationales qui pousse en termes de plaidoyer, qui essaie d'influencer les choses au niveau national. C'est important de dire que il ne faut pas qu'on soit dans une approche exclusivement revendicatrice, de dire tous les fonds vont aux internationaux et nous, on voudrait que les fonds viennent aux nationaux, mais que ce soit vraiment un cadre de concertation et de discussion fructueux. Regardez le Grand Bergen, ce sont les bailleurs de fonds qui ont porté le sujet de la localisation. Quand est-ce que les acteurs que nous sommes, organisations, États et autres, on pourrait porter aussi le sujet de la localisation et essayer de trouver des solutions endogènes qui ne sont pas des solutions qui viennent, par exemple, on a souvent l'habitude de le dire, les bailleurs ont des règles, ils imposent et autres, mais que nous aussi on fasse des propositions un peu fortes, un peu concrètes vers le bailleur et que nous on essaie d'influencer aussi tout le mécanisme de financement. Ça pourrait être aussi quelque chose à envisager. Et puis pour finir, je voudrais revenir sur la place des communautés. C'est pour ça que je parlais de l'approche programmatique, une approche qui permet de toucher les différentes phases de l'action humanitaire, mais qui se questionne même. Par exemple, quand je dois faire un appui monétaire, est-ce que le cash
où le voucher ou l'assistance directe est plus adaptée dans tel ou tel contexte, il faut que ce soit les communautés qui nous le disent de plus en plus et que ce ne soit pas nous qui, dans notre analyse des risques qui sont liés à telle ou telle intervention, qui décidons que le cash est mieux que l'assistance directe, par exemple. Donc, c'est aussi comment on inclut les communautés, les mairies, les entités décentralisées ou déconcentrées dans le type de réponse le plus approprié pour les personnes qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, Safiatou. Un dernier mot pour nos autres panélistes. Je pense que Damien, on l'a perdu. Très bien. On va demander à Ahmed de nous donner son avis sur les différentes interventions qui a eu lieu après son... Merci beaucoup. Je crois que nous disons tous ici la même chose. Je profite pour saluer Save the Children. Effectivement, c'est une organisation partenaire qui m'ont informé de cette activité et qui ont soutenu aussi pour le fait que, et c'est grâce à eux que je suis là aussi, avec l'appui des autres partenaires. Donc, effectivement, quand on parle d'équité, c'est important que ça puisse se faire. Mais je crois que Dr Kader a donné un exemple qui est vraiment palpant en disant que, par exemple, là où on doit soumissionner, de partir avec des ONG locales. Donc cela veut dire que l'ONG locale est sur tout le processus. Et si, à travers cette action-là, par exemple, que l'ONG nationale ou internationale travaillent ensemble depuis le départ, conçoivent l'idée et aillent sur le terrain pour mettre en œuvre, c'est là où on peut parler d'équité et de responsabilisation. Parce que sinon, c'est comme si on fait des transferts, et c'est des transferts qui ne sont pas assez complets, qui ne sont pas durables. Pour moi, il faut le faire, il faut aider les ONG nationales à se prendre en charge elles-mêmes. C'est là où on a plus de chances que l'action soit vraiment portante et réussie. Merci. Merci beaucoup, Ahmed. Et Aimé? Merci encore une fois et merci à toute l'assistance, disons tous ceux qui ont facilité effectivement que nous soyons là aussi. Je pense que un des éléments importants, c'est qu'on puisse nous aussi apprendre de nous sur cette question de localisation. C'est important parce que il y a dans les expériences que les uns et les autres peuvent partager dans cette salle et un peu au-delà, déjà une effectivité de cette localisation, disons, qu'on peut avoir sur le terrain. Il suffira simplement que nous puissions effectivement observer, ouvrir un peu plus les yeux pour observer, pour constater cela et chercher donc à apprendre de comment est-ce que les gens sont arrivés à réaliser cela. Et quand j'ai parlé de localisation, effectivement, depuis ce matin, j'ai dépassé même le niveau du bailleur jusqu'aux ONG, mais je suis allé directement dans les communautés. J'insiste beaucoup puisque c'est là où ça se situe pour moi, le bénéficiaire, les personnes concernées, ceux qui sont affectés, mais qui doivent réagir, vis-à-vis desquels nous devrions travailler pour une posture de résilience. C'est ça qui est important pour nous. Et ça, disons, dans l'action que nous devrions pouvoir mener, on doit s'assurer qu'effectivement, il y ait de la formation, de la sensibilisation, un peu plus d'informations sur ce qu'on a appelé la localisation maintenant. L'autre jour, mes collègues et moi au bureau, pendant que nous échangions sur cette question, on s'est dit, mais attention, les jeunes avec qui nous travaillons, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est que la localisation? Est-ce qu'ils savent ce qu'il y a dedans? Quels sont les principes qui gouvernent cela? Et nous, on a dit très bien, il faut très rapidement programmer des formations sur ça, pour qu'ils aient l'information, pour qu'ils sachent, voici quelque chose qui est en train de se passer, qui est à votre avantage, qui vous aide, qui vous facilite un peu le travail, mais vous ne le savez pas. Il faut que vous soyez informés suffisamment pour effectivement savoir quels sont les enjeux liés à cela, se préparer, se former
être prêt pour effectivement rencontrer un certain nombre d'exigences, mais des exigences que désormais nous devrons être capables de négocier pour entrer dans le partenariat. De négocier carrément que ce ne soit pas seulement que le bailleur trouve que pour sécuriser mon argent, il faut l'audit le plus sophistiqué du monde, il faut les services MNI les plus... etc. Mais attention, si tu veux nous accompagner, si tu veux respecter un peu plus et suivre notre niveau de progression, voici graduellement comment nous pouvons faire les choses. Et ça rentre donc dans la démarche donc, de partenariat. Et ça, c'est important, donc, cette façon d'arriver finalement à l'auto-organisation de ces communautés et d'accompagner leur action, d'accompagner leurs initiatives. Ceci passe par le fait aussi d'être suffisamment, que nous autres aujourd'hui, les ONG, les organisations que nous représentons, que nous changeons de posture. Notre posture doit changer pour prendre en compte le fait désormais d'accepter que ce soit ces communautés, ces personnes, ces organisations, ces groupes qui soient au devant, qui maîtrisent un peu les étapes et les processus qui les concernent. Il y a besoin de transparence. La notion de transparence va jusqu'à, peut-être on va arriver au financement, on va le dire, mais ça va jusque-là. De donner un peu plus de pouvoir aux communautés suppose aussi qu'il faut mettre les chiffres sur la table. Et donc, que chacun puisse voir clairement. Aujourd'hui, ces communautés, on leur dira, comme vous l'avez dit, entre ceci et cela, vous avez le choix. Elles choisissent, elles savent faire les priorités. Est-ce que nous leur donnons souvent la chance de faire les priorités à leur niveau? Non, pas souvent. Et ça, c'est des éléments sur lesquels il est important pour nous de nous assurer qu'effectivement, quand on va vers la localisation, on prenne en compte pour s'assurer qu'effectivement l'efficience est aussi rencontrée. Merci beaucoup, Aimé. Je pense je vous rappelle que dans début d'après-midi, nous avons les groupes de travail qui seront organisés. Et durant ces groupes de travail, on aura l'occasion de débattre justement des sujets et de proposer des solutions par rapport à ça. Je vais résumer un peu ce qui s'est dit, comme ça on va passer à la session suivante, parce que c'est vraiment intéressant ce que nous avons pu entendre jusque-là. Mais je pense que pour résumer, et très brièvement, je pense qu'on doit commencer d'abord par comprendre, avoir la même compréhension de ce que nous voulons dire, ce que nous voulons faire en termes de localisation. Que ce soit clair pour tous les acteurs, les différents acteurs, parce qu'il y en a beaucoup, que cette clarté aussi soit accompagnée par un plan d'action. Je pense qu'on en a parlé, vous avez donné des exemples qui sont très, je pense, édifiantes et sur lesquels on peut se baser pour avoir des leçons apprises et peut-être les dupliquer dans certains endroits. Mais derrière aussi, on se rend compte qu'on peine à mettre les choses en place, surtout en termes de partenariat. On en a parlé, on en a reparlé. On a cette relation de celui qui tient la carotte et le bâton et celui qui suit. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on se rende à l'évidence qu'il y a un changement à faire et dans les deux sens. Je pense que certains l'ont dit aussi venant du public, il faut que les organisations locales aussi s'affirment, montrent leur leadership, montrent le changement, changent leur façon de fonctionner et surtout leur façon d'engager le partenariat. Et de l'autre côté aussi, il faut que les organisations internationales adoptent cette posture-là et se rendent compte qu'à un moment donné, le changement, il est impératif si nous voulons atteindre les objectifs de localisation. Merci encore une fois. Je pense qu'on aura l'occasion de débattre plus en profondeur. Merci à Ahmed, merci à Aimé, merci à Damien qui n'est plus là. On a perdu en cours de route. Merci Safiatou pour vos brillantes interventions. Et nous continuons les sessions et nous aurons l'occasion de vous entendre de nouveau. Merci. Merci Mamadou.